Elle crie, elle dit descendez au bord, descendez au bord, descendez au bord. Et puis elles se mettent en groupe de 3-4 personnes dans une pirogue. Et puis voici qu'elles se dirigent aux endroits où il y a beaucoup de mangroves. Et c'est comme ça qu'elles font leur pêche. Tant de nos mamans là, on gagne poisson beaucoup. Mais maintenant, là, on ne gagne rien. Quand vous dites que vous gagnez beaucoup, c'est en fonction des cuvettes? Oui, avant la fonction des cuvettes. Avec quel type de poisson? Capitaine, brochet, japon, soso, magne. Il y avait beaucoup de poissons. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette activité-là? J'ai duré dans ça. J'ai fait 50 ans même. Est-ce que, à part ça, vous faites autre chose encore pour pouvoir joindre les deux bouts? À part ça, moi-même, où je suis là, toi-même, tu me vois, je suis fatigué. Je ne fais même pas autre chose même pour gagner. Je vais, si je n'ai pas eu un peu là, je n'ai pas l'argent. C'est le travail des poissons en Somalie. Un vent chaud souffle en ce début de journée sur Brafédon, village de pêcheurs situé à 149 km d'Abidjan, dans le sud de la Côte d'Ivoire. Ici, l'on a bien conscience que face à l'érosion côtière qui menace depuis plusieurs années, il faut s'adapter et se réinventer. D'après la Banque mondiale, le phénomène a déjà coûté à la Côte d'Ivoire 5,3% de son PIB, soit plus de 2000 milliards de francs CFA. Une heure, sinon des heures. Madame, ça va? Oui, ça va bien, merci. Lazare Agnon, enseignant à la retraite, est secrétaire général de la chefferie de Brafédon. Sa communauté a reçu plusieurs fois la visite des spécialistes du programme de gestion du littoral ouest africain WACA pour des financements d'activités parallèles à la pêche. On a des problèmes de poissons. Les pêcheurs villageois même, il y en a qui se sont convertis en mareyeurs. Il y en a qui ont accepté de faire les activités que WACA leur a proposées, soit par exemple parc à bois, élevage de poulets. Les femmes, c'est la tchéké. Puis les mareyeuses, elles ont multiplié leur activité. Nous, on souhaite que les travaux soient faits et qu'on revienne comme avant, c'est-à-dire qu'on ait du poisson. OACA est un projet d'investissement financé par la Banque mondiale qui vise à renforcer la résilience des communautés et zones côtières ouest-africaines. En Côte d'Ivoire, le programme a démarré par plusieurs études d'impact environnemental et social en 2018 avec un montant initial de plus de 15 milliards de francs CFA. Son coordonnateur, le professeur Delphin Ochou, explique que ce projet prévoit d'une part des activités génératrices de revenus au profit de 1219 bénéficiaires déjà identifiés dans la zone cible de Grand Laou. Au niveau de Grand Laou, l'embouchure se déplace, menace les populations. Pour comprendre le phénomène qui se passe, nous avons consacré 2 années à mener des études et d'avoir une option d'adaptation pour stabiliser l'embouchure. Donc en cela, l'embouchure à la place actuelle sera fermée et une autre ouverte un peu plus loin. En plus de ça, la zone de Grand Laou est menacée par des inondations dues à la pluie, à la crue du fleuve Bandama, à la submersion marine. Pour par exemple faire les AGR, les populations ont été associées sur la base des études, ont exprimé leurs besoins et des comités ont été mis en place. C'est pour que ces populations puissent dire si le projet leur pose des problèmes et dans ce cadre-là, ils peuvent venir s'exprimer. Avec près de 160 000 habitants, la zone de Grand Laou est de plus en plus victime de la montée des eaux. Le parc national d'Azani et les mangroves, uniques sur le littoral ivoirien, sont également menacés. Plus de 20 000 pêcheurs, hommes et femmes, subissent de plein fouet les conséquences de l'érosion. Jean-Jacques Sonaé, un d'entre eux arrêté devant une des longues pirogues bloquées sur le sable, est plongé dans ses pensées cet après-midi d'avril. Il y a quelques décennies, le quarantenaire remplissait 30 à 40 grandes bassines de poissons par jour et vendait à 5 000 francs CFA la bassine. Aujourd'hui, avec sa reconversion dans la culture du plantain sur quelques mètres carrés, il n'arrive plus à gagner les mêmes bénéfices
et souhaite vivement une solution durable pour retourner dans son activité de pêche d'antan. Personnellement, j'ai opté pour autre chose. Quand on n'a plus de souffle, on arrête la course. C'est-à-dire que j'ai fait la pêche pendant combien d'années et j'ai vu qu'en tout cas, vraiment, ça n'avance pas. Et il n'y a pas d'amélioration pour qu'on puisse en tout cas vraiment être à l'aise comme il se doit avec l'embouchure qui est fermée. Donc, il faut aller voir ailleurs. De la pêche, j'ai orienté maintenant côté plantation pour voir comment ça se passe. Si toutefois, qu'en tout cas, vraiment au niveau de la pêche, tout rentre dans les normes, en tout cas, vraiment, sincèrement, je reviendrai parce que c'est mon travail. Je suis pêcheur, je suis avecin et la pêche, ça nourrit son homme. La situation devient préoccupante pour les natifs de Brafédon comme Lazare Gras qui tirent leur subsistance de la pêche. Le père de famille confie qu'il a fini par laisser la pêche artisanale pour le projet de fabrication et commercialisation de savon local dont le financement n'est pas encore effectif. Je vivais avec la pêche. Depuis mon jeune âge, la pêche, il n'y a rien par rapport au déplacement de l'embouchure chaque fois. Donc nous qui pêchons, chacun maintenant remue son cerveau pour voir là où il peut se replanter pour pouvoir vivre. C'est comme ça que moi j'ai changé pour être dans le Kawakro. Il y en a qui veulent faire un peu les tomates, les gombos. Moi, à mon niveau, je n'ai pas démarré parce que j'ai déposé mon projet avec Waka. Tout dernièrement, ils sont venus nous recenser. Eux-mêmes, ils vont payer le matériel d'abord pour qu'on démarre les travaux. Un peu plus loin, à la gare de Taxi Brousse, près du débarcadère, Florence Ledjou, la quarantaine révolue, embarque les cuvettes de poissons fraîchement pêchés destinées au marché local de Grand Laou. Hier marieuse, elle est aujourd'hui dans le transport avec un revenu journalier de 500 francs CFA en moyenne. Un métier moins rentable que celui d'avant, explique Florence. Moi, je fais charger les camions pour aller en ville. Je fais la transaction. Et l'embouchure est fermée, ça nous cause beaucoup de problèmes. Et ça fait que les poissons ne rentrent pas dans la lagune. Parce que tous les matins, je suis ici. Je travaille 4 jours dans la semaine et 4 jours de repos. Mais on est dedans. On fait comment? On est dedans. Le processus de reconversion et d'adaptation concerne aussi les femmes de ce village, qui autrefois utilisaient les bois de mangrove pour le fumage des poissons. Longtemps sensibilisées aux effets du changement climatique, Madeleine Bilson et ses pères mareyeuses de l'association Wadochin, qui signifie en langue locale à Vicam « cheminons ensemble », optent désormais pour les fours de fumage modernes qui réduisent les pertes après capture, le temps de fumage, la pénibilité du travail. Une manière de se battre pour continuer de vivre en bonne santé sur le petit bout de sable. C'est ici qu'on met le feu. Quand on tire comme ça, on met le bois. Quand c'est bien brûlé, on pousse. On pousse. On pousse. Maintenant, le poisson, lui, il est ici sur le grillage. Puis on ferme. À un moment donné, on vient, on ouvre, on regarde si c'est bien fait. Et puis on ferme. Et sur le plan santé, quand tu regardes les deux méthodes, est-ce que... Ça, il est mieux. L'ancienne méthode, il faut à chaque fois te lever, aller regarder. Par contre, ça, il est mieux. Une fois que le poisson est mis là-dedans et le feu est là, c'est fermé, tu as tout le temps de faire ce que tu peux faire. La fumée ne te gêne plus et cette méthode est mieux. Le débarcadère est animé ce jour. Avec mon guide Kwaku Maximin, enseignant au lycée de Grand Laou depuis une dizaine d'années, nous embarquons pour Laou Panda, assis dans une des pirogues motorisées peintes en vert et bleu. Tout juste là, il y a un village de pêcheurs qui a été construit par le Maroc. Le roi du Maroc? Le roi du Maroc, à côté du port d'expérimentation du lycée professionnel. Les pêcheurs viennent donc décharger leurs produits de pêche et en même temps, il y a des boutiques qui sont dedans. Donc, ils font leurs achats là, ils ne vont plus en ville. Et les mareyeuses viennent prendre. Ça facilite la transaction et ça réduit les pertes post-pêche. Mais il y a certaines mareyeuses qui sont à côté, qui récupèrent le poisson au lieu que ça aille dans le village des pêcheurs. Depuis plusieurs années, les assauts de la mer ne cessent de ronger les côtes de Laou, petit bout de presqu'île coincé entre l'océan Atlantique, le fleuve Bandaman et la lagune Tagba. Begré Kokora, la soixantaine a toujours vécu sur cet isthme, large de 2 km dans les années 1920 et qui s'étend désormais sur moins de 200 mètres. À l'époque, autant de nos vieux, ils avaient fait des grands champs de coco. Avec ça, nos papas s'occupaient de nous et
il faisait tout. Mais aujourd'hui, si on a les problèmes d'aller sur la mer, et nous tous on se refait à la brousse. Travaux champêtres. Moi et ma famille, on va, on cultive le manioc, la banane, les gnams, le piment, tout ça là, on le fait en personnel. Et c'est maintenant que l'État a dit non, on n'a qu'à se mettre en coopérative, c'est maintenant. Nous avons commencé à le faire. La cité aux trois eaux, ancien comptoir colonial français et point de passage stratégique de la route des esclaves, subit les conséquences du changement climatique. Dadji Atawa, notable à la chefferie de la Banda, est chargé des relations entre autochtones et allogènes pêcheurs. Face à la situation qui ne cesse de se dégrader, les communautés elles-mêmes ont adopté leurs propres solutions de sécurité alimentaire. Ce qui nous fait mal, c'est que quand les pêcheurs passent à l'embouchure, comme c'est ensablé, alors il y a des pertes de vies humaines. Et nous, à chaque moment, on fait appel à nos autorités de faire tout pour pouvoir désensabler. La pêche est réglementée. Il y a des périodes qu'on ne doit pas pêcher à mer parce que les flots de vagues sont dangereux. Donc on ne permet pas les gens d'aller en mer. Mais seulement dans la dune, chaque personne se débrouille pour y manger. Je voulais dire effectivement, traditionnellement aussi, il y a des périodes, soit le dimanche, il ne faut pas aller à la pêche. Donc c'est aussi réglementer la pêche. Et puis il ne faut pas mettre des produits toxiques pour prendre le poisson, ça va empoisonner. Voilà, donc tout ça, effectivement, à la Haut-Panda ici aussi, c'est interdit. Le fleuve, privé de débit, ne peut plus faire tampon face à une mer de plus en plus agitée. Malgré la tragédie qui s'annonce, près de 2000 personnes dans ce village s'accrochent encore à cette fine bande de sable. Des spécialistes hollandais, ils ont fait une évaluation, ils sont venus, ils ont essayé, ils ont fait une petite ouverture, c'est refermé. Et les autres études ont dit qu'il fallait assez de moyens. Aujourd'hui, c'est Waka qui est là, mais qui nous disent que la Banque mondiale, voulant financer, a prévu 16 milliards et l'État d'Espagne a prévu 20 milliards. 36 milliards, je pense que ça devait permettre financièrement de l'embouchure et la stabilité. Parce que nous sommes nés ici, nous avons décidé de vivre ici. Alors la solution que nous avons proposée à l'État, c'est de désensabler l'embouchure et de la stabiliser. Sinon, pas de solution de recasement. L'espoir de tenir encore plusieurs décennies se nourrit au fil des jours. Pour l'heure, sur le terrain, le président de la Société coopérative d'artisans pêcheurs de Grand Laou, Michel Segui, effectue des tournées de sensibilisation sur l'importance de s'adapter face au changement climatique. J'ai mis mon équipe en mission parce qu'il faut réunir les grands ponts pour leur parler du changement climatique et comment s'adapter. On était au lycée professionnel de pêche avec les élèves pour leur donner l'avantage et l'importance du mangrove dans l'environnement de la pêche. Donc on est en train de sensibiliser et aussi donner aux pêcheurs qu'il y a d'autres activités annexes qu'il faut créer. Il ne faut pas seulement se focaliser sur la pêche et rien que la pêche. On peut faire du maraîcher, on peut faire la pisciculture, il faut s'adapter. Il faut faire aussi ce qu'on appelle le repos biologique. Depuis longtemps, chaque année, on organise ce qu'on appelle ici la journée départementale de la pêche. Donc c'est une journée qui nous rencontre tous les pêcheurs et autour de notre administration pour pouvoir parler comment sauvegarder la pêche en Grand Laou. Et c'est notre combat de chaque jour. Ici à la municipalité de Grand Laou, 400 personnes impactées par l'érosion ont déjà reçu des sommes allant de 200 000 à 1 million de francs CFA pour des activités génératrices de revenus sous la houlette du projet Waka. Alors dites-nous, Monsieur Wagé Mamidou, vous qui êtes le deuxième adjoint au maire, quelles sont les difficultés de mise en œuvre de ces alternatives? Vous savez, quand vous avez 400 personnes qui doivent donner des besoins aussi bien en matériel qu'en numéraire, une entreprise qui a l'habitude de donner peut-être 10 machines, quand on lui en demande une centaine, ça fait des commandes. C'est tout cela qui a fait que ça a retardé, parce qu'il y a des marailleuses qui veulent des congélateurs, il y a des coiffeuses qui veulent des sèche-cheveux, qui veulent beaucoup de matériel. Donc c'est entre pratiquement 200 jusqu'à 1 million là-bas, selon l'importance. Voilà. Quand on dit aux parents patienter, c'est un peu difficile. Du point de vue des experts, ces initiatives restent limitées. Rencontrer Omer Bonon, un expert qui travaille en efficacité énergétique et environnementale, estime que la reconversion nécessite des aptitudes d'ordre sociologique et culturel.
Plus important encore, le suivi à long terme des activités financées est nécessaire. Il y a une étude qui est vraiment sérieusement faite pour dire quelle est la capacité d'adaptation. Parce que c'est facile de dire qu'un pêcheur peut devenir un planteur de mangrove, c'est pas aussi évident. Ça va prendre un temps, disons, d'acceptation, de formation, de mise en œuvre, de maîtrise de tout ça. Donc ça veut dire cette limite-là, elle est d'abord sociale. Et vous savez, pour la petite histoire, ils étaient signés à d'autres sites, et puis Feu Archois a dit « Attends, avec les inondations, je vous trouve un site ici ». Mais quand il a trouvé le site, est-ce que ça a suivi les investissements qu'il faut? Si on n'a pas de suivi, ce qu'on est en train de prendre aujourd'hui, ça sera juste pour 5 ans, 10 ans, et puis après, on va retomber, disons, avec les mêmes problèmes. Aujourd'hui, pour les populations locales, c'est vraiment de désensabler l'embouchure. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment la solution qu'il faut? Là-bas, on a ce problème de l'embouchure et puis on a en même temps l'érosion. Donc on a deux phénomènes. Donc pendant qu'on est en train de régler le problème de l'embouchure, il faut en même temps penser à régler le problème de l'érosion. Donc les études sont là, faites en 93. On voit combien de fois est-ce que des gens ont déjà travaillé sur ces questions-là. Et l'érosion côtière n'est pas seulement que pour la Côte d'Ivoire, c'est plutôt le littoral. Qu'est-ce que, disons, l'État de Côte d'Ivoire fait? On peut dire, mais on ne va pas attendre que Waka finance tout, mais on a notre population à gérer, on a notre territoire à sauver, on a des vestiges, on ne doit pas les perdre. Donc tout est une question, disons, d'approche. La solution du désensablement de l'embouchure, dont les travaux annoncés par l'État ivoirien pour ce mois de juin, s'élèvent à 33 milliards de francs CFA pour une durée de 11 mois. En attendant, les villageois de Brafédon et Laoupanda résistent tant bien que mal à l'érosion. Mais pour combien de temps encore ?